de ce monument, c'est que en juillet de 1924, on a érigé un autre monument à Reims, donc en France. Donc, quelques temps après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, parmi les premiers actes qu'ils ont posés, c'était de raser, vraiment de démonter le monument, mais par pur racisme. Parce que pour eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Eux, ils étaient déjà donc de la race aryenne, comme ils le disaient, comme ils le prétendaient. Ensuite, que des Blancs utilisent des gens de conditions inférieures, c'est-à-dire les Noirs, pour pouvoir les combattre. Et quand ils voient que dans cela, il y a des Noirs pour l'essentiel, donc c'était plus un acte de racisme donc, qui était perpétré. Donc, toujours contre ce monument. Mais l'autre aspect, on dit aussi, donc ça c'est l'aspect historique ou symbolique. Mais aussi, il y a l'aspect économique, parce que ça renferme beaucoup de métal, parce que quand même, rien que la base faisait 4 mètres de hauteur. Alors, si vous imaginez tout ça avec la période où les gens faisaient la course pour construire construire des armes ou en tout cas faire des munitions, donc c'est ça la partie économique du monument. Ça, nous avons seulement remis la photo à un de nos anciens soldats et qui nous a donc remis ça tout normalement. Donc c'est ça le monument de Reims. L'insigne de corps que je porte ici, qui représente l'insigne du ministère des Forces armées. Alors au Sénégal, quand on parle de Forces armées, dans notre concept Forces armées, c'est armée et gendarmerie. Dans d'autres pays, c'est autre chose. C'est armée et autres formes de force, mais précisément au Sénégal, c'est l'armée et la gendarmerie. C'est pourquoi, quand vous regardez bien, si je commence par le centre, nous avons ici donc la grenade éclatée qui symbolise la gendarmerie. Vous voyez ici donc les ailes pour l'armée de l'air, l'encre pour la marine, et vous voyez la flèche, les deux flèches, et le globe terrestre qui est représenté ici pour l'armée de terre. Alors, les cercles ici, nous avons le premier cercle donc, qui symbolise le sacrifice de nos anciens face à la pénétration coloniale, lutte pour l'indépendance. L'autre cercle, donc, ça représente donc l'identité du Sénégalais d'aujourd'hui. Donc, c'est cet ensemble qu'on a pris pour représenter l'insigne de corps du ministère des Forces armées. Sur la route des Indes, les Européens avaient l'habitude de faire escale sur les côtes africaines. Et à cette occasion, ils en profitaient pour se ravitailler en eau, en nourriture, mais à l'époque aussi pour faire du troc avec les Africains. D'ailleurs, c'est pourquoi on disait que la détérioration des termes de l'échange a démarré depuis cette période. Parce que tout simplement, si un Blanc donnait un petit miroir qu'on appelle aujourd'hui vraiment pacotille, l'Africain était prêt à donner une chèvre, un poulet, etc. Certains même disent, quelquefois même un être humain. Bon, peut-être pour exagérer, mais c'est juste pour montrer vraiment l'inéquité déjà qu'il y avait donc dans ce troc-là. Alors, finalement, après avoir fini de faire seulement des escales, ils ont créé ce qu'on appelle des comptoirs. Il y en a eu à Saint-Louis, à Dakar, Gorée, etc., etc. Alors, à un certain moment, ils se sont dit qu'il faut sécuriser ces comptoirs. Et pour sécuriser ces comptoirs, il fallait avoir des soldats. Et ils ont créé en 1765 le corps des Lapto. Lapto aujourd'hui, en Wolof, ça signifie un marin. En tout cas, quelqu'un qui va à la mer. Donc, ce corps des Lapto avait 4 particularités, ou en tout cas 4 missions. Ils étaient d'abord soldats, donc c'est eux qui protégeaient le comptoir et ses environs. Mais ils étaient en même temps dockers, parce que c'est eux qui chargeaient et déchargeaient les bateaux, n'est-ce pas? Ils étaient aussi guides, parce que c'est eux qui connaissaient le chemin.
Et ils étaient interprètes parce qu'ils sont dans leur pays. Donc, ils faisaient l'interface beaucoup plus facilement. Sauf qu'en 1809, et vous voyez, à l'époque, vous voyez toutes les photos, ils sont tous en pieds nus. Ils sont tous pieds nus. Et on disait à l'époque que les Français disaient que non, ce sont les Africains même qui ne se sentent pas à l'aise donc dans les bottes. Alors que dans la réalité, c'était pour des raisons économiques. Les Français n'avaient pas assez de moyens. Ils préféraient habiller le blanc, qui était donc le chef, comme vous le voyez ici, et le reste était vraiment pieds nus. C'était pour économiser beaucoup d'argent. Toujours est-il qu'en 1809, il y a eu une bataille entre la Grande-Bretagne, l'Empire britannique et la France. Et l'Empire britannique a pris le dessus et a occupé vraiment les comptoirs du Sénégal. Aujourd'hui, si vous allez à Saint-Louis, ou même dans le langage, dans le Wolof sénégalais, vous sentez souvent des mots anglais qui ne sont pas venus de la France, mais plutôt de l'Angleterre. Quand on parle de Pikini, quand on parle de Fistine, pour dire 15, n'est-ce pas? Quand on parle de duty, hein, qu'on fait au marché, qui vient de duty, etc. Le yard, pour mesurer, on avait abandonné le mètre pour le yard. C'est vraiment ça, ce sont les signes de la présence anglaise ou en tout cas britannique sur le sol sénégalais. Alors, quand la Grande-Bretagne a restitué les comptoirs, la France a fait appel à des troupes venues de la métropole qu'on appelle le 16e léger. C'était une unité. Malheureusement, quand cette unité est venue, composée essentiellement de blancs, ils ont subi les contre-coups climatiques et médicaux. Parce qu'ils mouraient très vite à cause de la malaria, paludisme, etc., etc. Et le climat aussi, la chaleur et tout, faisait que beaucoup d'entre eux sont morts. Et au fur et à mesure, on les remplaçait par des indigènes. Et à un certain moment, Faidherbe, devenu gouverneur du Sénégal, a convaincu Napoléon III de signer le décret qui créait le corps le premier bataillon de tirailleurs sénégalais. Alors, qu'est-ce qui est vraiment caractéristique par rapport à ces tirailleurs? C'est qu'à l'époque, chaque fois que la France créait une unité de tirailleurs, la dénomination de cette unité venait nécessairement du lieu où se trouvait cette unité même. Ça veut dire quoi? Au Sénégal, on parlait de tirailleurs sénégalais. Quand ils sont poussés jusqu'à donc se retrouver au Mali, ils ont commencé à parler de tirailleurs soudanais. Quand ils sont continués vers le Niger, ils ont parlé de tirailleurs Hausa. C'est juste un exemple que je vous donne. Pour dire qu'au départ, les unités de tirailleurs portaient le nom du terroir où elles ont été créées. Bien après maintenant, la France a décidé tout simplement de considérer en une seule générique les tirailleurs sénégalais, qui désormais regroupaient tous ces tirailleurs venus de ces autres pays, que le Dahomey de l'époque, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'appellation de tirailleurs sénégalais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tirailleurs sénégalais, ils sont devenus une unité professionnelle, différente des LAPTO, bien formés, bien entraînés. On crée une nouvelle arme. Quelle est l'utilité de cette nouvelle arme? Au départ, les fusils, le canon était composé de fer fondu. Et le fer fondu avait le défaut, après plusieurs coups, de commencer à se tordre et qui jouait sur la précision du tir. Donc, première innovation, ils ont créé désormais des canons en acier. Deuxième innovation, ils ont créé un double canon. Vous voyez bien, il y a deux canons ici. Ce qui déjà, dans les rapports de force entre ennemis, ça se voyait d'emblée. Parce que si de l'autre côté, l'ennemi n'a qu'un seul canon, moi, avec une seule arme, j'ai deux canons, j'avais la possibilité de tirer 2 fois avant que l'autre n'ait le temps de recharger son arme. Donc vous voyez bien, création
de corps professionnels, invention d'une nouvelle arme qui pouvait aussitôt permettre la conquête du Sénégal et du reste. On ne peut pas ne pas parler de Lat Dior, on ne peut pas ne pas parler de Maba Diakhouba, mais de l'autre côté aussi, on ne peut pas ne pas parler de Faidherbe, de Pinet-Laprade, en tout cas de tous ceux qui sont, donc ceux qui se sont succédés, aussi bien du côté français que du côté africain, pour lutter, pour obtenir l'indépendance du Sénégal, ou en tout cas de ses environs, ou de la Sénégal. Ici, nous avons représenté une bataille, une fameuse bataille, très célèbre, appelée la bataille de Paoskoto, qui s'est déroulée donc dans le Saloum, autrement appelée la bataille de Pathé Badiane, où il y a eu une coalition que vous voyez donc à gauche, Lat Dior, Demba War, Maba Diakhou et tous leurs amis. Et de l'autre côté, comme vous le voyez en bleu, blanc, rouge, qui symbolisait donc la France, Pinet-Laprade et ses troupes coloniales. Ça veut dire que donc de l'autre côté, il y avait des tirailleurs, tout naturellement. Pour cette bataille, c'est la coalition africaine ou sénégalaise qui a battu à plate couture les troupes de Pinet-Laprade qui ont pris la fuite et la famille a pu récupérer 2 canons. Et ces canons sont encore sous la garde de la famille de Maba Diakhouba. Et il semblerait que l'administrateur qui rendait compte à l'époque à la métropole, en conclusion, a dit, je cite, « Nous avons tout perdu, sauf l'honneur », pour montrer un peu comment cette défaite a été cuisante pour eux. Ici, nous avons un tournant au niveau scientifique et au niveau historique, en gros. Pourquoi l'Oro? L'Oro, si vous allez aux archives nationales, Pinet-Laprade, qui dirigeait cette bataille, l'a surnommée la bataille de l'Oro ou la vengeance de Ngolngol. Parce que quelques mois avant, Lat Dior leur avait infligé une perte donc, vraiment importante à Ngolngol. Et pour se venger, ils ont utilisé pour la première fois le canon. C'est la première fois où le canon a été utilisé au Sénégal et c'est à la bataille de l'Oro. Ils sont venus vraiment préparer leur affaire. Et aujourd'hui, si vous retournez donc à l'Oro même, quand on vous montre le champ de bataille, vous comprendrez le pourquoi. Il y a eu plus de 300 morts. Finalement, en rendant compte, Pinet-Laprade disait qu'il marchait pratiquement entre les cadavres pour se frayer un chemin. Parce qu'ils ont incendié, ils ont tué rien qu'avec le canon. Et c'est cette première défaite qui a poussé d'ailleurs Lat Dior à aller après en errance, à aller pour se retrouver dans le Saloum et chercher donc l'aide et le soutien de Maba Diakhouba. Ici, c'est la campagne du Haut-Sénégal-Niger, c'est la suite. Après avoir conquis le Sénégal, il fallait aller au plus loin. Et ce sont leurs différents successeurs que vous voyez ici, donc, qui ont continué, tels que Borges, donc Borgny de Borges Gustave, et lui, Archinard, qui est beaucoup plus connu d'ailleurs par les Sénégalais. Alors, nous avons ici les photos que vous voyez et le plateau que vous voyez à l'intérieur, et sur ce plateau, sur ce tableau aussi, le thème qu'on appelle la femme Madame Tirailleur. Madame Tirailleur, pourquoi? Puisqu'à un certain moment de l'histoire, les Français ont pensé que les Africains étaient beaucoup plus performants quand ils étaient avec leur famille. On leur a autorisé à partir en campagne avec leurs épouses. Mais ces épouses étaient braves, parce qu'en plus d'avoir à transporter la nourriture, elles transportaient aussi tout ce qui était extra, en tout cas pour la poudre et les munitions. Et ce qui est encore beaucoup plus intéressant et qui mérite d'être souligné ici, c'est la bravoure de ces Madame Tirailleurs. Ces Madame Tirailleurs, qu'on appelait Madame Tirailleurs, sur le champ de bataille, elles rechargeaient l'arme pour leurs compagnons. Mais aussi certaines d'entre elles ont même eu le courage de traverser le champ de bataille pour aller ravitailler leur mari et sont tombées sur le champ, donc sur le champ, voilà, sur le champ d'honneur.
Donc, pour montrer un peu comment ces femmes étaient braves. Maintenant, les photos que vous voyez, c'est sûr que c'est l'artiste qui met les enfants, etc., etc. Mais dans la réalité, c'était les femmes qui étaient autorisées plutôt que toute la famille. Ici, nous avons Samori, que vous voyez en haut, qui a la particularité d'avoir vraiment perduré dans la résistance. Son idée, sa tactique, c'était quoi? C'était qu'à chaque fois que la France interdisait le commerce des armes sur le territoire français, en tout cas en Afrique, Samori allait se ravitailler dans la zone anglaise, la Gambie, le Ghana. Et certains même disent jusqu'à Manchester en Angleterre. Il ne s'y rendait pas, mais en tout cas, il entretenait un réseau qui lui permettait tout le temps d'être bien armé, bien équipé pour pouvoir continuer la résistance. C'est pourquoi vraiment la résistance de Samori a perduré donc autant de temps. Où nous avons comme premier au fait le cas du sergent Malamine Camara. Malamine Camara était un lapto. Savorgna de Brazza était officier de marine français. De passage à Gorée pour continuer vers le Gabon pour conquérir l'Afrique centrale, on lui a recommandé Malamine Camara qui était à l'époque caporal. Arrivé sur le fleuve Eboué, aujourd'hui au Gabon, Savorgna de Brazza s'est rendu très vite compte que Malamine avait l'entre-gens facile. Il apprenait très vite les langues et il a pensé pouvoir l'envoyer beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi il lui a remis le drapeau français avec 2 soldats, donc il n'était que 3, pour aller au plus loin et d'implanter le drapeau français, puisque vous savez bien qu'après la conférence de Berlin, celui qui occupe le premier en devenait propriétaire. Donc c'est dans ce cadre que Malamine a très vite fait la connaissance de tout ce qui est chef coutumier dans la zone et même signé, il avait même signé des accords avec eux pour montrer que c'était une possession française. Alors, Malamine était surnommé Tata Nyama. Tata Nyama, c'est quoi? C'est le père de la viande. Parce que lui, comme son arme était plus puissante, il parvenait à tuer des zébus, des bœufs, etc., des hippopotames, etc., etc. Et chaque fois qu'il le faisait, il partageait avec les autres. Alors, ainsi, il arrivait un moment où de l'autre côté du fleuve, il y avait un certain Stanley, qui est britannique, mais qui travaillait sous les ordres du roi belge, donc de l'époque, et qu'on appelait Léopold. Et c'est avec Stanley qui a tenté de traverser le fleuve pour occuper l'autre rive au profit du roi belge que Malamine a réagi. Il est parti une première fois, il a traversé, puisqu'il devinait ses intentions, pour lui demander de ne pas venir parce que l'autre partie était déjà occupée par la France. Mais comme Stanley n'apercevait que 3 militaires, il se disait qu'ici il n'y a personne. Il a tenté vraiment de venir en force, et cette fois-ci avec des milliers de soldats, venus essentiellement de Zanzibar, pour venir occuper les lieux et menacer Malamine de quitter. Alors Malamine a eu l'ingéniosité de lui dire attention, nous sommes 3 ici, certes, mais si vous pouvez imaginer le nombre de perdus et les canons qui sont dressés, donc dirigés vers vous, vous ferez très vite de quitter. Alors Stanley, dans le doute, c'est vrai ou c'est pas vrai, a traversé à nouveau le fleuve et a laissé la partie à Malamine. Aujourd'hui, tout bon Sénégalais peut dire, si Congo-Brazza est resté français, c'est grâce au sergent, entre-temps il est passé sergent, grâce au sergent Malamine. Il était tellement célèbre que semble-t-il aujourd'hui au Congo, en tout cas dans les zones reculées, quand un enfant est brave et travailleur, on le surnomme Malamine. Donc, Malamine Camara est revenu au Sénégal pour raison de maladie et il a rendu l'âme au Sénégal. Donc c'est vraiment, ici vous avez le président Macky Sall qui a été invité récemment l'année dernière donc, au Congo pour recevoir la médaille à titre posthume pratiquement de citoyen
d'honneur de la ville de Brazzaville. Donc vous pouvez bien regarder. L'histoire de Fashoda. Fashoda se trouve aujourd'hui dans la zone soudanaise. La France voulait lier Dakar à Djibouti et la Grande-Bretagne voulait joindre le Cap à l'Égypte. Ils se sont rencontrés à Fashoda par l'intermédiaire du capitaine Marchand qui, à l'époque, était avec 150 tirailleurs sénégalais face à plus de 5000 soldats britanniques. Mais leur bravoure a fait qu'ils n'ont pas bougé. Il n'y a pas eu de coup de feu. C'est des négociations diplomatiques qui lui ont demandé de quitter les lieux. Sinon, il était resté sur place avec ses tirailleurs et était prêt à en découdre. Heureusement ou malheureusement, en tout cas, on lui a donné des ordres pour quitter, il a quitté les lieux. Ce fait de rester plusieurs jours à résister, à ne pas bouger et à tenir en respect plus de 5000 hommes lui a valu en tout cas cette distinction des hauts faits d'armes. Pourquoi la salle du recrutement? Nous sommes en 1917 et la première vague de la première guerre était partie et beaucoup ont été tués. Face à un déficit de ressources humaines, la France a décidé de retourner vers les colonies pour recruter à nouveau. C'est dans ce cadre que Blaise Diagne, qui à l'époque était membre du Parlement, a été envoyé par Clémenceau pour venir faire le recrutement pour une seconde vague en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal. Mais devant la résistance des Africains, a refusé d'y retourner. Pourquoi? Parce que tout simplement, leurs parents sont partis, mais ne sont pas revenus. Donc eux, ils n'étaient pas prêts à aussi y aller sans savoir qu'est-ce qu'il allait advenir d'eux. Et face à cette résistance, on a noté qu'à l'époque, certains se sont automutilés pour être inaptes, mais on dit que certains villages entiers se sont déplacés du Sénégal vers la Gambie, juste pour ne pas faire partie du recrutement, pour vous montrer à quel point c'était sérieux. El Hadj Malick Sy, la famille Tall et la famille donc, de Cheikh Sadbou en Mauritanie. Cheikh Ahmadou Bamba a voulu donner son fils. Cheikh Ibra Fall lui a dit Mbacké, lol su naree am moo joxe sama doom. Donc Mbacké, si ça doit avoir lieu, laissez-moi proposer mon fils à la place du vôtre. Et c'est ce qui fut fait parce que Cheikh Ibra Fall a proposé son fils du nom de Fallou Fall. Du côté de Tivaouane, El Hadj Malick Sy a donné son fils aîné, qui s'appelait également Ahmed Sy. Quand les populations se sont rendues compte que les chefs religieux eux-mêmes donnaient leurs propres enfants, il y a eu une ruée vers le recrutement. Et ce qui fait que l'objectif de Blaise Diagne, qui était de 50 000 hommes, s'est retrouvé à avoir plus de 70 000 hommes, rien qu'avec l'intervention en tout cas des chefs religieux. C'est pourquoi ici j'ai l'habitude de dire ici, pour celui qui veut être un grand monsieur au Sénégal, président de la République ou autre, doit nécessairement collaborer avec ses chefs religieux. Ahmed Sy et Fallou Fall ne sont pas revenus puisqu'ils sont restés à Salonique. D'ailleurs, la famille Sy demande toujours le rapatriement des restes de leur fils. Mais aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on n'a pas pu identifier une tombe du nom d'Ahmed Sy, et on sait que quand même, à Salonique, il y a eu beaucoup de fosses communes. Et certains pensent que peut-être qu'il doit se retrouver là-bas et qu'il est aujourd'hui difficile, en tout cas, de retrouver ce corps-là. Donc, 1916, c'était la période de la guerre des tranchées entre la France et ses amis et l'Allemagne de l'autre côté ainsi. Alors, qu'est-ce qui caractérise octobre 1916? C'est qu'à cette période, donc, les Africains étaient bien organisés, ont creusé un tranché parce que là, plus personne ne bouge, il faut se protéger, manger, continuer à rester sur le terrain, occuper le terrain. Et en langage militaire, on dit qu'il faut organiser le terrain.
Donc, on appelle ça l'organisation du terrain. Il faut creuser au fur et à mesure qu'on dure sur place pour se protéger. Et à cet effet, on dit un peu de sang, un peu de sueur pour épargner beaucoup de sang. Donc, mieux vaut creuser, suer, se protéger plutôt que de donc mourir. C'est pourquoi on organise les tranchées. Et dans les tranchées maintenant, si chaque combattant a son trou individuel, on ne peut pas communiquer normalement. Mais si on crée une tranchée, ça permet une communication beaucoup plus simple. La vie est organisée de telle sorte que on aura la sécurité, toujours, comme vous voyez ici le poste de sécurité. On aura en tout cas l'économie ou la logistique bien organisée, les endroits où on garde les munitions, les endroits où on garde le manger et même les endroits où on garde les médicaments et autres. À l'entrée comme à la sortie, nous avons toujours les sentinelles pour s'occuper donc de la sécurité. On montre vraiment l'Africain bien souriant, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ce que ça démontre un peu. Donc, ils étaient des cannibales. Maintenant, ils nous servent bien à vendre notre produit. C'est le grand résumé qu'il faut faire de tout ça. Maintenant, ils ne nous mangent plus, mais c'est eux qui nous amènent à manger. Ou plutôt à déguster, d'autant que les produits venaient des pays tropicaux sous forme de bananes, de cacao, etc. Ici, comme je disais, vous voyez les fils de Cheikh Ibra Fall, Fallou Fall ici, et Ahmed Sy, donc fils de El Hadj Malick Sy. Ici, nous avons le dernier tirailleur de la Première Guerre mondiale du nom de Abdoulaye Ndiaye, qui est de Thiowor, qui aujourd'hui, cette case est en train d'être protégée, préservée, pour en tout cas faire tout autour une bonne enveloppe pour que les gens aillent encore visiter. Et tout autour du case, on va créer un musée, donc qu'on appellerait bientôt le musée de Thiowor. Il est mort la veille de sa décoration à la Légion d'honneur. Alors, qu'est-ce qui caractérise Abdoulaye Ndiaye? Il est parti à la Première Guerre, il a fait toute la guerre. Il a fait les Dardanelles, il a fait Verdun, il a fait la Somme, et c'est à Verdun où il a été blessé à la tête. Quand il est rentré de la Première Guerre mondiale, il est retourné à ses activités comme un bon paysan sénégalais. Il ne savait pas qu'il avait droit à une pension de combattant. C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale seulement que les militaires qui sont rentrés lui ont dit que mais mon cher, vous avez droit à une pension du combattant. C'est à partir de cet instant qu'on a régularisé pour pouvoir lui permettre de jouir de ses droits de combattant. L'administrateur français s'était rendu compte que dans beaucoup de contrées du Sénégal, il était difficile d'amener des administrateurs noirs qui avaient du mal à diriger parce que du simple fait qu'ils étaient de conditions serviles ou de conditions inférieures, que les populations rejetées n'acceptaient pas. Alors, pour faire d'une pierre deux coups, ils ont pris les fils de chef dans la famille Ndiaye, donc dans le Djolof, dans la famille Diop, donc dans le Kayor et même dans le Walo, n'est-ce pas? Où ils ont pris des fils de chef, les amener à l'école française pour les formater français et les ramener en Afrique pour pouvoir administrer leur peuple. Et c'était beaucoup plus acceptable, puisqu'ils étaient déjà fils de souverains, c'était beaucoup plus acceptable que d'amener en tout cas des administrateurs de conditions serviles, puisqu'il y en avait beaucoup à l'époque. Donc ici, vous voyez Senghor qui était prisonnier allemand, donc lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez bien Sidou Khoye Diop, ancien élève de l'école des fils de chef de Saint-Louis. Voilà, donc il y a tout son truc là-bas. Donc Sidou Khoye Diop, il y a d'autres. Hein. Le fils de Lat Dior est parti aussi donc, à l'école du Blanc, malgré la mort de son papa. Voilà. En tout cas, c'était la technique que les Français utilisaient. Je ne sais pas si ils l'ont tenté ailleurs en Afrique, mais en tout cas au Sénégal, ça s'est bien passé. Et aux opérations de maintien de la paix, donc extérieur Sénégal.
C'est pourquoi on a bien montré pour l'Union africaine le casque. Ça, c'est le Sénégal et ça, c'est l'ONU. La date du 28 mai 2018, c'est là où se trouvaient les opérations des Nations Unies. Alors, avant d'aller plus loin, il faut préciser que dès l'indépendance, avec la Fédération du Mali, le Sénégal a envoyé un premier contingent au Congo pour montrer de l'ancienneté de l'envoi des troupes par le Sénégal dans le cadre du maintien de la paix. Et à l'époque, c'était dirigé par le commandant Claude Madembassi. Malheureusement, la fédération a duré seulement 2 mois. Ça n'a pas empêché aux troupes de rester sur place jusqu'à ce qu'ils rentrent la fin de leur mission avant d'être démantelés et que chacun choisisse ce qu'il voulait devenir. Ou bien on voulait devenir sénégalais, on restait à Dakar. Ceux qui voulaient devenir maliens rentraient chez eux. Donc c'est l'histoire très courte de cette fédération du Mali. 20 juin 1960, 20 août 1960. Et donc on peut continuer pour voir ce tableau qui montre un peu l'histoire des dirigeants des Nations Unies. Là, nous avons le code donc ScanMe. Si vous avez un scan, quand vous scannez, vous avez déjà les informations beaucoup plus touffues, en tout cas dans le truc. C'est pareil pour les missions de maintien de la paix depuis 1848 jusqu'en 2018, que vous pouvez retrouver ici. Missions de maintien de la paix, depuis le Sinaï en passant par le Libéria, etc., etc. Ici, nous avons vraiment l'aspect mis sur les femmes, leur participation dans les opérations de maintien de la paix. Mali, Darfour, Kosovo, Chypre, partout, en tout cas un peu partout dans le monde. Ici, nous sommes dans la partie réservée un peu en premier lieu à nos morts. C'est pourquoi nous avons choisi vraiment cette fameuse citation de Senghor, de Léopold Sédar Senghor. Je cite, « Non, vous n'êtes pas morts gratuits. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. » Belle poésie, mais très significative. En tout cas, pour dire qu'ils ne sont pas morts pour rien. Et là, vous avez les opérations de maintien de la paix, donc, auxquelles le Sénégal a participé jusqu'à maintenant. Vous voyez donc, depuis 1960, n'est-ce pas, MINUSMA, etc., etc., vraiment, le Sénégal a participé pratiquement à toutes les opérations de maintien de la paix. Kosovo, là où vous pouvez imaginer. Ou bien c'est des troupes, ou bien c'est des observateurs, ou bien ce sont des policiers civils, qu'on appelle CIVPOL généralement. Et là, vous avez tout ce qui est statistique de part et d'autre, n'est-ce pas? Donc, vous avez tous les détails qu'il vous faut. Que vous voyez ici, celui qui est à gauche comme ça, c'est lui qui a sauvé des centaines, voire des milliers de Rwandais, donc contre les tentatives de génocide. Et c'est l'une de ses dernières missions, quand on l'a appelé pour lui parler de gens qui étaient menacés, il s'est précipité, il est parti au plus près pour en tout cas tenter de les sauver. Et c'est là où il a reçu un éclat d'obus et c'est là où il a rendu l'âme. Pour cette bravoure, pour cette tentative de sauver des êtres humains, des centaines voire des milliers, que sous Ban Ki-moon, l'ONU a décidé de créer une médaille appelée médaille Capitaine Mbaye Diagne, pour récompenser désormais tous ceux qui ont fait preuve de bravoure. À cet effet, nous avons ici la dame, donc disons sa veuve, qui a été invitée à l'ONU pour récupérer la médaille à titre posthume de son défunt mari. Alors, vous voyez ici, on a montré l'uniforme ici qui vous rappelle que c'est l'ENOA. Parce que le capitaine Mbaye Diagne fait partie de la première promotion directe de l'École nationale des officiers d'active. Cela veut dire qu'il est parti à l'école en 1982. C'est la deuxième promotion de l'ENOA. C'est ce qui a valu. Ça, c'est un embryon de salle. Quand on sera beaucoup plus grand, quand le musée va déménager,
avec l'aide du président de la République qui nous a promis un terrain à Diamniadio, il ne reste qu'à récupérer l'acte d'attribution. Nous aurons la possibilité en ce moment-là de contacter les partenaires pour construire une autre direction des archives et du patrimoine historique où on pourra élargir les salles et mettre beaucoup plus de matière. Vous êtes à la direction des archives et du patrimoine historique qui est généralement organisée en 3 divisions. Nous avons la division musée, nous avons la division archives et nous avons la division symbolique nationale. Mais cette symbolique nationale, on l'appelle exactement symbolique et historique. Je commence par cette dernière division qui a compétence sur le territoire national, sur les départements ministériels et les collectivités locales. En d'autres termes, à chaque fois qu'un de ces démembrements de l'État voudrait créer un blason, un sceau, en tout cas tout ce que vous voulez comme symbolique, ça doit être validé par cette division symbolique. Malheureusement, beaucoup de ces démembrements l'ignorent. Mais le décret précise bien que c'est cette division qui a une compétence nationale. La division des archives, nous nous occupons ici des archives historiques. Je précise bien pour nos amis archivistes, nous nous occupons des archives historiques ou définitives. L'espace aussi nous manque. C'est pourquoi je le disais, je l'ai dit, que le président de la République nous a octroyé un terrain. Il nous reste tout simplement l'acte d'attribution pour pouvoir reconstruire ailleurs et se déplacer pour pouvoir accueillir toutes ces archives des forces armées. J'en viens finalement à la division musée qui expose 3 grands thèmes. Le premier grand thème concerne la résistance à la pénétration coloniale, donc nos armées traditionnelles face à la résistance des armées coloniales. Lat Dior, Maba Diakhou, Samori, etc., qui n'est pas sénégalais, mais en tout cas, la résistance face à la pénétration coloniale. Nous avons, en deuxième grand thème, nous avons les origines des forces armées sénégalaises, depuis les Lapto 1765 jusqu'en 1960 à la veille des indépendances. Et en dernier lieu, nous avons les forces armées sénégalaises de 1960 à nos jours. En général, ce sont ces grands thèmes que nous développons ici. Alors, pourquoi visiter le musée est intéressant, surtout pour nos écoliers, nos étudiants? C'est parce qu'ici, nous avons aussi la partie éducation à la citoyenneté. On essaie de montrer que par le sacrifice, par la combativité, en tout cas la ténacité de nos anciens, comment s'en inspirer pour continuer à garder la tête haute, pour continuer à avoir l'esprit vif, etc., etc. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, ce qu'on fait, on a essayé de nous caler sur le programme scolaire, surtout pour les classes d'examen. Ce qui permet que le muséographe que je suis ne remplace pas le professeur, il complète le professeur. C'est pourquoi nous faisons un bon partenariat avec les inspecteurs d'académie. Parce que celui qui fait la classe de 3e ou de terminale, etc., s'il arrive ici, on peut lui parler de la Première Guerre mondiale qui fait partie de son programme. On peut lui parler de la Seconde Guerre mondiale qui possède. Mais en plus, à l'école aussi, les gens parlent de la résistance à la pénétration coloniale. Ils trouveront aussi en tout cas de la matière. Donc vous voyez que tout ce qui est développé en gros dans les écoles est complété ici au niveau du musée des forces armées. Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, si on voit derrière, vous verrez qu'il y a une partie où on a mis l'hymne national et le drapeau national, où on essaie d'initier les enfants qui viennent visiter, comment se tenir, comment monter le drapeau et même commencer à chanter l'hymne national. Ça participe donc à l'éducation civique enseignée dans les écoles. Alors, l'importance du musée va au-delà des frontières. Parce que le musée a un démembrement qu'on appelle donc l'exposition itinérante,
que nous avons ici, c'est le Muséobus. Et le Muséobus nous a permis de nous retrouver en France en 2010, parce que tout simplement, sur invitation de la France, le Muséobus est parti faire le tour de la France, en tout cas les grandes villes de France, pour enseigner aux jeunes Français une partie de notre histoire commune qu'ils ignoraient. Si je m'en arrête au niveau national, le Muséobus part au plus loin, là où les populations ont des problèmes pour se rendre à Dakar, ou bien c'est loin, ou bien les moyens financiers ne le permettant pas, le Muséobus va au plus loin. À titre d'exemple, nous nous sommes déjà rendus à Kolda, nous sommes déjà rendus à Tambacounda, à Kaolack, et après les fêtes de l'indépendance, dès le week-end qui suit, nous nous rendons à Saint-Louis pour faire une autre itinérance qui va nous guider de Saint-Louis. On va passer par Louga pour terminer notre mission à Thiès avant de revenir au Sénégal. Ça montre un démembrement. Voilà, Dakar, ce sera la fin puisque ça, c'est le siège. Mais ce qui est prévu, c'est Saint-Louis, on fera 2 jours. On essaiera d'aller le maximum possible en des endroits différents. Par exemple, à Saint-Louis, j'ai prévu qu'on aille au centre culturel, donc anciennement centre culturel, l'Institut français ou l'Alliance française. On ira à l'université, nous irons au lycée Charles de Gaulle dans le Sor, et nous irons aussi donc à Dakar Bango, il y a les soldats, donc les recrues, déjà, avant de sortir, et le Prytanée militaire. Et à cette occasion, on a même envisagé de faire une conférence là-bas, toujours sur la caravane de la mémoire, qui parle des tirailleurs sénégalais, donc avant, pendant et après la Première Guerre mondiale. Vraiment, voici très ramassé toutes les missions que nous avons ici et qui sont intéressantes et qui demandent vraiment à être visitées. Beaucoup de gens me disent, mais est-ce que c'est visitable? Est-ce qu'un civil peut venir? Mais c'est très clair, c'est incitatif, parce que nous sommes sur le boulevard de la République. Le boulevard de la République, nous ne sommes pas dans la caserne. Ça montre déjà que c'est accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, pourquoi c'est incitatif? Ici, l'élève, il cotise 200 francs pour entrer. Son accompagnateur, 500 francs. Un adulte sénégalais, étudiant, cotise 500 francs et un expatrié 1000 francs. C'est vraiment très incitatif et très intéressant, en tout cas, de venir ici. Et j'appelle tous ceux qui sont au loin du Sénégal, que nous avons une pensée en eux. Chaque fois que les missions et les moyens le permettront, nous nous rendrons au plus loin pour diffuser le message des forces armées dans le cadre du concept armée-nation.